Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live AeronFX sur la volatilité. Live qu'on avait déjà traité un petit peu en pratique avec les trades qu'on a fait récemment sur la vol qui ne pump pas malheureusement, mais on a déjà expliqué un petit peu quelques trucs. Et j'avais déjà fait un petit webinaire sur l'ancienne chaîne avant que ce soit AeronFX French. Et du coup, je voulais vous remettre le contenu pour les nouveaux dessus. Donc, je vais lancer le petit PowerPoint et par la suite, je vais vous partager l'écran. Hop, voilà, normalement, on est bon. J'attends juste que le zoom se barre. Et voilà. Donc, comme d'habitude, ce live, il est fait à titre indicatif et éducatif. Et on n'est pas là pour proposer des conseils en investissement, simplement vous aiguiller sur ce qui nous semble le mieux pour améliorer votre gestion du risque et votre compréhension des produits, mais on n'est en aucun cas des conseillers financiers. Alors, donc la volatilité, je vais prendre, désolé, parce que je suis avec tout un matériel. La volatilité, on a le petit laser. On va voir ce que c'est la volatilité historique, la volatilité implicite, comment le lire, comment le trader, les cas particuliers. Ça, on avait déjà un petit peu travaillé quand même sur pas mal de lives, les risques spécifiques et les questions. Alors, petit disclaimer mental, j'ai envie de dire. Il y aura beaucoup de maths dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. Toutes les mathématiques sont expliquées avec des mots. C'est facile à comprendre. Même si vous étiez nul en maths à l'école, ce n'est pas un problème. Donc, c'est parce que je vais vous expliquer des concepts mathématiques pour vous prouver et vous montrer comment c'est fait, j'allais dire, dans la finance traditionnelle, que ça va être très mystique et que vous n'allez rien comprendre. OK? C'est très important, donc ne quittez pas. Et comme ça, je vous montre bien comment c'est construit et que ça ne sort pas comme ça, on ne claque pas des doigts et que c'est quelque chose de très, très sérieux. Alors, on commence avec la volatilité historique. Donc, la volatilité historique, c'est un écart-type qui mesure l'amplitude des mouvements sur un produit financier. Jusque-là, ça va, l'amplitude, bah, c'est les mouvements, ça monte, ça descend, hein. Elle a pour but de montrer si ce produit est plus ou moins stable. Jusque-là, c'est très facile. Il existe plusieurs façons de calculer la volatilité. Ce sont des modèles de prévision et en aucun cas des certitudes. OK? Pas oublier, c'est des modèles quand on parle de volatilité historique. C'est des choses qu'on calcule et donc ça n'a pas forcément de valeur trading comme ce qu'on va voir après. OK? Donc volatilité historique classique, on la voit comme ça parce qu'après on va avoir la volatilité locale de souvenir juste après. Donc vous voyez, on calcule la variance et qu'on met à la racine carrée. C'est ce que je vous explique après. Ceci représente la comparaison entre la moyenne des cours N, qu'on voit ici, la somme de tous les cours, comparé au cours de clôture sur une période donnée. Okay, donc c'est en jour. Le tout à la racine carrée afin d'obtenir la variance, c'est-à-dire en finance la volatilité. Okay. Pour faire simple, vous voyez, ça c'est le truc un peu mathématique qu'on a un peu de mal à comprendre. Ça c'est l'explication du calcul mathématique, même si ça vous n'avez pas compris. Pour faire simple, c'est le cours moyen comparé au cours de clôture. OK? Et très souvent dans les médias, quand on entend parler de volatilité, c'est la volatilité historique qui, à mon sens, très peu de valeur. La volatilité locale donc, a été utilisée par les banques parce qu'elle est un petit peu plus dynamique. On verra par la suite qu'on utilise souvent la période comprise entre 23 et 37 jours parce que 27 jours, c'est la durée moyenne d'un contrat futur lors de son mois d'échéance. Vous savez que les contrats futurs donc, codent tous les mois pour le CAC 40 et par exemple pour le Dow Jones, c'est tous les 3 mois. OK? Donc, quand il arrive dans sa période de trading, c'est-à-dire sur le mois en cours, on trade le septembre en général. En septembre, on peut le trader un petit peu avant en août. Mais voyez, vous comprenez on va le faire simple, hein. Vous prenez le délire. On trade le septembre en septembre, l'octobre en octobre, bien que le septembre, il va exister aussi en juin. Mais il est très peu tradé, il n'y a pas de volume. OK? Donc, la durée moyenne lors lors de l'utilisation de ce contrat futur avec assez de volume, c'est 27 jours. OK?
Donc, pour faire très simple, nous comparons différentes moyennes de cours sur plusieurs plages de période afin d'avoir une volatilité plus dynamique, ce qui nous permet facilement de repérer les hausses soudaines. Okay, parce que le problème avec la volatilité historique, c'est qu'elle a tendance à trop lisser les cours. Et donc, du coup, dans les modèles, elle va un petit peu, dans les banques, on n'aime pas trop, et dans les hedge funds, on n'aime pas trop que ce soit trop lisse parce que ça va nous faire oublier psychologiquement toutes les périodes de crack. OK? Et donc, la volatilité locale, elle a tendance à surpondérer un petit peu les périodes volatiles. OK? Et après, on a la volatilité implicite. Ça, c'est celle qu'on a en trading. OK? C'est le plus important. Avant, c'était juste des modèles, des calculs qui peuvent nous aider à comprendre comment fonctionne le marché, mais en aucun cas, c'est des choses qui sont, on va dire, pas utilisées en trading, mais qui sont utilisées euh, de manière à trader ce même produit. C'est-à-dire que ça, volatilité historique, volatilité locale, ça ne se traite pas. Okay, c'est des indicateurs. C'est comme si je vous disais, le RSI ou les moyennes mobiles, dans un indicateur plus simple, c'est des indicateurs, mais ça ne se traite pas. Okay, et ben ça, c'est un indicateur qui se traite. Donc, c'est beaucoup plus important, ça a beaucoup plus de poids. Parce que dans les deux qu'on a vus avant, on va dire, il peut y avoir des erreurs. En fait, c'est de l'appréciation. Ah bah tiens, telle banque pense ça, tel hedge fund pense ça. Chacun, vous voyez, met sa petite sauce avec la volatilité locale. Moi, c'est ça qu'on utilisait. Mais peut-être que d'autres hedge funds, à ce moment-là, ils utilisaient d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, la volatilité implicite, elle, elle se trade, elle s'échange, et c'est notamment le VIX, on va le voir après. Donc, la volatilité financière est un indicateur représentant le risque d'un sous-jacent. Mais financière, en plus, c'est pareil. Ces indicateurs sont des futurs, donc ce sont des produits qui s'échangent. Ils sont surtout des produits de couverture, du fait qu'il est assez risqué de les trader en directionnel. C'est pour ça qu'on n'a pas mis beaucoup de l'eau dans les positions qu'on a actuellement, tout simplement. Il existe deux types de futurs sur volatilité. Les futurs sur volatilité cotés en pourcents, qui sont compris entre 0 et plus l'infini. Donc ça, c'est comme le VIX. Et les futurs sur volatilité compris entre 0 et l'infini. En basse 100, pardon, désolé, parce que j'ai le zoom là qui est sur le truc, je ne peux pas lire ce que je vois, ouais, qui sont en basse 100, qui sont compris entre 0 et plus l'infini, sont généralement valorisés entre 80 et 100. Du coup, ça, ils sont beaucoup plus rares, hein, quasiment personne les trade, c'est plutôt des produits vraiment de couverture très spécifiques. Les plus utilisés sont ceux en pourcent. OK? Du coup, le risque zéro est théoriquement impossible depuis qu'il a été démontré que même les bons de trésor n'étaient pas sans risque. Depuis, le taux dit sans risque représente le taux de la BCE ou de la Fed, mais il n'est pas impossible qu'un jour la BCE ou la Fed puisse faire zéro. Dès lors, la volatilité est toujours supérieure à zéro, parce que risque zéro, en fait, on peut tendre vers zéro, genre aller par exemple à 0,1, mais à chaque fois, on ne pourra pas être à zéro parce qu'il y a des investisseurs qui vont payer avant que ça soit à zéro, parce que le risque est très, très faible et donc du coup, le rendement est sûr. Donc le VIX, le futur sur volatilité le plus connu, représente le risque déterminé par tous les investisseurs sur le SP500. OK? On va donc voir comment utiliser ce chiffre, mais avant, ce qu'il faut penser, c'est que comme ça se trade, c'est l'avis de tout le marché, contrairement aux indicateurs qu'on a vus avant, où il peut y avoir des petites, on va dire des appréciations. Bah, moi, je vais utiliser telle méthode, telle méthode. Là, comme c'est le sentiment de tout le marché global, il ne peut pas y avoir d'erreur. Le marché ne se trompe jamais. Le marché peut avoir des décalages par la suite, mais voilà comment il faut le penser, le réfléchir et le construire. D'accord? Alors, volatilité implicite. Donc, pour lire le X, il existe une méthode. Il suffit de multiplier le SP500 par rapport au VIX en fonction d'une période choisie. Donc, je prends le prix du SP500, je le multiplie par le VIX, auquel je rajoute du coup à la racine carrée le nombre de périodes n, donc ça c'est le nombre de jours que j'ai choisi,
sur 252, parce qu'en fait, 252, c'est le nombre de jours de trading dans une année. Si on enlève les jours fériés US et qu'on enlève mince, et qu'on enlève les week-ends, bien sûr. Ainsi, si je prends pour le 1er mars et que je souhaite avoir une prévision pour le 1er mai, le document date un peu, mais les chiffres sont bons, on s'en fiche. Donc, à ce moment-là, ça valait 19,75 avec 18% de vol. Et du 1er mars au 1er mai, ça faisait 46 jours de trading. On utilise alors un tableau basé sur la courbe gaussienne des probabilités. Dès lors, le SP500 a 68,2% de chance de gagner ou perdre 152 points du 1er mars au 1er mai, soit 34,1% de chance de gagner 152 points et 34,1% de chance de perdre 152 points. Et vous voyez, vous avez le tableau ici. Donc, on va le prendre avec la courbe, ce sera beaucoup plus simple. Vous voyez, 34% de faire moins 152. On a aussi 34% de faire plus 152. 13,6 de faire 304. 2,1 de faire 406. Et 0,1% de faire 608. Enfin, de faire entre les deux. Et de même côté, de perdre. Et voilà comment on peut lire la volatilité. Et ça peut être un bon indicateur, du coup, sur les mouvements de produits. Et si, quand on vous donne une analyse, au vu du score de volatilité, ça peut être intéressant ou non. OK? Alors, bien sûr, on peut être dans des cas où la volatilité est faible et du coup, c'est très difficile d'aller là. Bien sûr. OK? Plus la volatilité est haute, plus en général, on va avoir tendance à avoir plus de chances d'aller dans ces chiffres-là. OK? C'est-à-dire qu'on pourrait booster un petit peu ces pondérations ici quand la volatilité est haute et quand la volatilité est basse, on pourrait booster les pondérations ici. Mais ça ne change pas le fait que les probabilités restent les mêmes parce que les chiffres vont tout simplement augmenter. Donc voilà, ça vous permet de pouvoir identifier si vos scénarios sont plausibles ou non. Donc, du coup, on va faire un petit cas pratique avant que le marché ouvre. Il est 15h17, donc on a encore 13 minutes, c'est très bon. Nous avons ici le VIX face au SP500 sur une période d'1 an. Nous pouvons voir que quand le SP500 baisse, le VIX monte et inversement. Okay. On voit là, le VIX monte, voilà, le SP500 il a baissé. Okay. On est en 2015, mais cette affirmation est toujours valable. Nous voyons que la valeur du VIX risque associé au SP500 n'est pas forcément la même en fonction du temps. On voit par exemple là, on est à 19,50, on a un VIX à 20. Et si je prends ici, on est un petit peu au-dessus. On est 50 points au-dessus. OK? Donc, en effet, selon la conjecture et l'actualité, le pricing du risque des investisseurs n'est pas le même. Ainsi, il est nécessaire de regarder les volumes du sous-jacent afin de voir la pertinence du mouvement. OK? On regarde, plus il y a de volume, plus les prix ont de signification. Okay. Donc, quand on est dans un marché de faible volume, en général, c'est des marchés acheteurs qui montent doucement. C'est un petit peu moins significatif. Et c'est pour ça que le marché peut s'effondrer par la suite. Parce qu'en fait, on va avoir le marché qui va, comment dire, qui va être surpris par énormément de volume. Et donc, du coup, il ne va pas savoir absorber en fait ce supplément de volume, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'ai vu après, là, il faut déterminer sur quel produit la pression est exercée. Ça, c'est un peu plus compliqué. En fait, pour faire simple, il faut regarder le volume moyen. Si le volume moyen est, enfin, si on est au-dessus du volume moyen sur le VIX, ça va être le VIX qui va influencer le SP500. Et si on est au-dessus du volume moyen sur le SP500, ça va être le SP500 qui va influencer le VIX. Pour vous donner un ordre d'idée. Alors, comme nous venons de le voir, la conjecture et l'actualité influent sur la valorisation du risque donné par les investisseurs. Si nous prenons par exemple le cas de juin à juillet 2011, qui précède le crack de cette même année, nous voyons que sur la même période, le SP500 perdait
1,69%, on voit ici, alors que le VIX prenait 38%. Donc, c'est bien que quand le VIX explose, il y a quand même beaucoup plus de risques que sur notre produit. De plus, les volumes sont sensiblement plus élevés fin juillet. On voit ici, là, ça remonte un peu, que début juillet. OK? Là, on voit, c'est tout faible. Le marché achetait donc un risque plus important en juin qu'en juillet 2011. Enfin, le marché achetait donc un risque plus important en juin et en juillet 2011 que fin juillet 2011. Je suis désolé, à chaque fois que je suis vers le bas, là, j'ai cette barre de zoom que je n'arrive pas à bouger, parce que sinon, elle m'embête en haut. Enfin, c'est très ennuyant que même en double screen, ça me met spécifiquement sur le partage d'écran. Je suis sincèrement désolé. Du coup, les risques spécifiques aux CFD sur volatilité. Les CFD sur volatilité sont eux-mêmes très volatiles. Vous voyez bien, ça bouge beaucoup en général. Et du coup, il faut faire très attention à pas mettre beaucoup de levier. En moyenne, le VIX, c'est un écart type de 3% par jour. Bah, c'est beaucoup plus que les indices. Il est difficile pour une novice de déterminer la pression sur différents sous-jacents. C'est pour ça que je ne l'ai pas trop évoqué, mais vous avez capté. La plupart des gens, en fait, ont la flemme d'aller checker les volumes, même si c'est très important. Et le paradoxe de la bulle est difficile à maîtriser. Du coup, je vais regarder s'il y a des questions. Une petite seconde. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur la volatilité locale? Alors, on va revenir très vite, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. En gros, la volatilité locale, contrairement à ici, c'est que on va accentuer sur une période donnée. OK? Et donc, du coup, en accentuant sur une période donnée, on va pouvoir sélectionner une période de data qui va être plus ou moins volatile. Et donc, du coup, on va être un petit peu plus proche de la vérité que sur l'historique qui est beaucoup plus lisse, en fait. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Alors, on a une autre question. Pourquoi tu dis que c'est un produit qui se trade? Alors, seconde, j'essaie de passer aux prochaines slides. Euh, Tout simplement parce qu'on l'a vu après, le VIX est un produit qui se trade. À la base, c'est tous des indicateurs, mais même le Dow Jones. Si vous vous souvenez, peut-être que je le referai il est sur IronFX classique. Euh, le Dow Jones, à la base, c'est un indicateur qui a été fait par des journalistes américains et ça prend les plus grosses entreprises américaines et ça les additionne et ça donne un cours. OK? Mais à la base, ça ne se traite pas le Dow Jones. Et après, c'est devenu un produit. Si demain, je sais pas, les investisseurs disent, ah, ce serait bien d'avoir un cours de la volatilité historique, bah, pourquoi pas? On lui donne une sorte de modèle prévisionnel de calcul, mais après, bien sûr, on fait ce qu'on veut, hein. OK? Si le marché avait envie de trader ça, tout est possible avec des produits structurés. D'ailleurs, il y a peut-être même des investisseurs qui le font en banque via des produits structurés. Mais ça va pas être des produits qu'on va spécifiquement utiliser ou contrôler. OK? Donc, pas d'intérêt, pas d'intérêt de le faire coter. De toute façon, si il y a de l'intérêt et donc des volumes, les bourses cotent les produits parce que ça leur apporte de l'argent, tout simplement. Et je crois qu'on est bon niveau question. Il est quelle heure? Il est 24. Alors, on peut faire très, très rapidement un petit tour sur le calendrier économique. Mais vous vous souvenez, c'est Nouvel An chinois, donc il ne va pas se passer des folies. Alors, je vous propose de mettre. Est-ce que je peux mettre. Ouais, je mets en pause le stream et on se retrouve. Comme ça, je vous fais le cut d'avance. Et on se retrouve dans 2 secondes, le temps que je remette bien tous mes écrans, parce qu'avec Zoom, c'est vraiment enfer. Et voilà, on est de retour. On va très rapidement sur le calendrier économique, mais on va pas s'y attarder 3 heures, histoire de pouvoir faire une petite analyse de marché. Vous voyez, donc il se passe que dalle. On prend cette semaine. Euh, on a un petit peu là, mais ça c'est pas intéressant.
Je vous l'avais. Là, il y a les PMI à la limite. PMI, inflation, et après, que dalle. Donc, c'est vraiment jeudi que ça se passe. On va regarder ce qui s'était passé la semaine d'avant. Hop, voir s'il y avait des résultats qui étaient intéressants. Inflation US, ça remonte. Eux, ils sont giga bien encore. Ils arrivent à baisser leur inflation. Vraiment, à chaque fois, je le dis, l'Angleterre, c'est la folie, hein. Un petit peu mieux qu'attendu. Je pensais qu'on allait faire un petit moins ici pour arriver à zéro là, mais ok. Bon, de toute façon, c'est nul. Production industrielle, là, ça, c'est très bien. Ça fait plaisir. Peut-être ça qui maintient ce chiffre. Mais bon, à confirmer, je pense qu'on va être déçus des prochains chiffres Europe, hein. Eux, sur leur PIB, ça, c'est un peu dégueu, par contre. Parce qu'avec tous les bons chiffres, j'aurais jamais dit ça. Ok. Intéressant à noter. Ils ont tous les bons chiffres, c'est quand même nul. Alors qu'en Europe, on arrive à maintenir le choc alors qu'on a des chiffres tout mauvais. Euh, Aux US, un peu d'inflation sur les prix à l'importation, peut-être ça qui les casse dans leur chiffre d'inflation. Inflation en France, ça baisse, mais ce n'est pas suffisant pour toucher sur l'annuel, encore une fois. Bon, de toute façon, janvier, c'est pas des mois qui comptent beaucoup en trading, mais en termes de stats, vu qu'il n'y a pas de consommation, tout est fait en décembre, les gens repartent un peu plus à l'économie, surtout en France. Ouais, on est bon, on est bon, on est bon. Il nous reste, je regarde vite fait, semaine prochaine, on fait très très vite, puisqu'on refera après. Euh, ouais, globalement, pas grand-chose. Peu de PIB, un peu de PMI. Ok, pas ouf. Euh, hop, on va revenir au trading. Euh, alors, Euro-USD, j'ai vu que ça bougeait beaucoup. Il y a pas mal d'analystes qui disent que ça va baisser là sur l'euro-dollar. Apparemment, il y a une grosse pression. Ça va être intéressant. Surtout que nous, on est plutôt short euro-dollar. Au niveau des trades, on est plutôt bien. Vous voyez, 317. On s'est fait cut sur le CAC 40 qui a fait un plus haut historique. Donc voilà, on s'est fait avoir là-dessus. Alors sur le dos, ça ne tape pas plus fort. C'est pas grave. La vol, bah, ça bouge toujours pas. C'est très ennuyant. Et il me semble, parce qu'après, c'est la vidéo bilan. Voilà, c'est ça. C'est notre dernière session de trading. Donc, on va prendre un petit peu plus de risques. Essayer de taper, aller les 320. Je pense pas qu'on arrive aux 330, mais j'ai fait un petit trade parce qu'il y avait des trucs à faire sur le gold, mais rien de transcendant. L'ouverture dans 1 minute maintenant. On va continuer. On mettra plus de l'eau l'année prochaine sur le dos. On va continuer quand même safe là-dessus. Ouais, j'essaie de chercher de vendre aussi sur le gold. On va cut ça. On va tout gérer à la main. Et voilà, bah, ce serait bien là qu'on ait des petites opportunités. Ah, c'est un niveau gold, ça. Si on vient là-bas, je vais mettre une vente ici. Ça peut être cool. Hmm, il y a un petit truc à achat, mais c'est pas ouf, ouf. Il y a un petit truc. Alors, l'ouverture. Allez, on va peut-être se chauffer. On achète ici. Sur le dos, j'ai l'impression qu'ils sont en train de dormir. Ouais, il se passe absolument rien. Attends, ça stagne. On a dit, on va pas trader là-dessus. Puis là-haut, il faudrait que ça remonte un peu. Faut qu'on aille taper là. J'ai pas envie de vendre trop en avance. Sur le gold, on a une première cartouche ici. En vrai, on va mettre une deuxième cartouche à 5 si on descend là. On va pas non plus faire trop les fous parce que c'est tout petit niveau daily.
Et si jamais ça redescend, on ira taper ici et là, on se prendra en stop loss. Donc, en termes de stop loss, on va mettre 14 ici. Et en termes de TP, on ne sait pas encore. Voilà. On va se mettre un petit achat de 5 ici. Et on peut déjà mettre le SL à 20,14. Voilà. Maintenant, on va rezoomer un peu pour aller chercher nos objectifs. Bah, les objectifs, c'est ça, quoi. 19. Aller chercher ouais, entre 19 et 17. Je suppose que là, il va rien se passer encore. Ça va être la pire séance. Bah, heureusement qu'on a fait une séance éducative, hein. Parce que sinon, ça aurait été complicado, hein. On se serait un petit peu ennuyé. J'ai regardé rapidement sur Twitter. Je vois des notifications. Si il y a des news. Faut que je programme aussi. Je pense que j'ai la semaine d'après, on va faire un truc sur Bitcoin, le 18. J'ai pas encore, j'ai pas, il y a une date que j'ai pas donnée. Je pense qu'on va faire ça. Voilà. Bon, bah, ici, ça dort complètement, hein. Bonne nuit. On voit qu'on est en mode Nouvel An chinois plus jour férié au Canada. C'est dommage pour la dernière séance, j'ai envie de dire, de notre année fiscale, parce qu'on avait commencé en février. Un petit peu dommage. J'aurais aimé plus. Alors, c'est mieux que dalle. Ouais, ça a l'air même pas, hein. Avec le spread, là, on fait 0. Vraiment, je vous avais pas menti, un nouvel an chinois, c'est ciao les marchés. On va pas s'étendre beaucoup, hein. Je pense, on va rester une dizaine de minutes si ça bouge pas. En fait, le truc, c'est que ça a bougé dans le sens qu'on ne voudra pas. Donc, on va pas non plus s'exciter 1000 ans. Ça va juste nous faire perdre. En revanche, on peut prendre des petites positions qu'on laisse avec les TP et les SL, mais c'est pas extraordinaire, hein. À la limite, on peut réfléchir à nos SL et nos TP là-dessus. Donc, pour aller loin. En gros, c'est 83,5 là-dessus. Donc, pas énorme. Et en termes de TP, c'est du 85, je pense. Bon, on va mettre là, si on ne l'aura pas ça dans le. Je pense pas, hein, qu'on baisse autant dans la séance. Ça me paraît quasiment impossible de faire autant de mouvements. Mais au moins, c'est setup. Ça, on va pas du tout toucher. De toute façon, ça va être horrible. Ouais, c'est un peu bizarre. Là, il n'y a rien à faire. Là, il y a que le gold. Gold serait très bien. On tape là, on vient chercher ici. On prend, allez, je pense qu'on peut prendre, si on a les deux qui tapent, là, on peut prendre 3000 $. Si on vient chercher par ici, ce qui nous ferait l'année à moins de 10%, ce serait pas ouf, hein. Ce serait décevant.
Moi, j'attends plus, en tout cas. Vraiment beaucoup plus. Enfin, on n'y passe pas beaucoup de temps. Mais bon, quand même, ça n'aura pas été une très bonne année, quoi. Genre, en gros, enfin, avoir 300 000 pour faire 20 000, votre patron n'est pas très heureux, quoi. Toujours mieux que de perdre. Mais on est quand même, si on regarde sur l'année, on est sur une année qui monte. Donc, il commence où? Si on prend 2023, on commence là, on finit là. Globalement, tout le monde est gagné de l'argent. Donc, si on a perdu du temps pour une solution passive, bah, ça vaut pas le coup. Enfin, par rapport à une solution passive, je veux dire. Donc, même si après on a de l'éducation, tout ça, il faudra vraiment qu'on accélère l'année prochaine. Parce que je suis pas satisfait de ces chiffres. Pour moi, on devait faire entre 30 000 et 60 000, on aurait été parfait. 60 000, c'est un peu utopique parce que vers 20%, ça veut dire qu'on bat quasiment tout le marché en y passant qu'une heure par semaine. Ça, c'est un peu chaud. En revanche, faire 30 000, c'est pas mal. En gros, on fait 10% en ne passant qu'une heure par semaine et on apprend beaucoup de choses ensemble. Ça, c'est très correct. C'est vraiment très correct. En fait, il faudrait qu'on améliore notre constance parce que on, on a pu voir euh, que quand on gagnait en court terme, on perdait en long terme et inversement. Ça serait bien d'améliorer cette petite constance. Et là, vraiment, vraiment, c'est la mort hein, aujourd'hui. Ça, il n'y a pas de niveau, donc on va pas y aller. Petit niveau un peu plus bas, il y a encore. Acheter de l'euro-dollar, ça me tente vraiment pas, hein. Je suis pas du tout chaud. Alors, vraiment pas. Hum, il y avait rien à faire. Vraiment, je crois que c'est la journée la plus plate de toute l'année hein, qu'on ait eue, en incluant 2023. Parce que là, il y a zéro trade possible. Zéro. Sur aucun marché. C'est quand même de la folie, hein. Il n'y en a pas un qui est tradable sur lequel il y a du mouvement. Bon, là, bien sûr, si on avait payé en bas, bon, ça nous a pas trigger. De toute façon, même si on avait touché avec le spread, on n'aurait pas été bon. Même si j'avais remonté là, je peux remonter un peu, hein. Mais voilà ce que ça peut faire, c'est pas non plus extraordinaire. Euh, euh, ouais, je suis désolé, hein. Mais je crois qu'on va arrêter le stream parce que c'est trop nul. Je vais laisser les petits trades que j'ai laissés en cours. Ça, c'est toujours trigger. Mais là, je peux rien vous commenter. C'est très inintéressant. C'est plat de chez plat. Vraiment la journée la plus flat de l'année, alors qu'on est dans une période d'ouverture. On a fait des journées flat, mais c'était des moments où c'était un peu moins bien et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? 15h30, 15h40, il ne se passe rien.
on a bougé de même pas 10 points sur le Dow Jones. Allez, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. On se retrouvera à un moment où il y aura plus de mouvements. On a bien fait, en tout cas, de faire une petite séance éducative parce que alors là, si je devais tenir encore 40 minutes, ça aurait été vraiment horrible pour vous et pour moi. Vraiment zéro intérêt. Donc, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Mettez bien vos stop loss. Que vous avez vu, ça arrive de ne pas mettre CTP parce qu'on ne sait pas jusqu'où va arriver l'objectif. Vous avez vu, à chaque fois, les stop loss sont passés. Parfois, on fait des trades là sur le Dow Jones. Vous l'avez vu à la main, on ne met pas le stop loss, mais vous m'avez vu 1000 fois coupé à la main et que ça faisait mal. Donc, et à chaque fois, on a bien fait. Le compte est toujours là. Le nombre de comptes qui ont été cramés en un an, on a un paquet. Donc, c'est vraiment ça. La petite victoire qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas cramé le compte. Et ça fait très plaisir. Hâte de vous revoir du coup la semaine prochaine pour le bilan de l'année 2023 avec un petit bout de 2024 où on fera l'analyse un peu du track record. Et il faudra retourner sur les vidéos d'avance. Comme vous vous souvenez, on a un compte qui a sauté, mais pas de ma faute, avec une fausse cotation sur le VIX qui nous a fait perdre tout notre capital. Je vous invite à voir les épisodes précédents pour voir le petit problème qu'on a eu. Donc, il faudra faire le lien entre, on a fait une vidéo à 6 mois et là, on fait une vidéo sur que 6 mois, on n'a pas tout l'historique parce que Aeronefx ne pouvait pas corriger en fait ce faux flux. Bien sûr qu'il n'existe pas sur les comptes réels et non sur le compte démo. À bientôt. Salut.